Bonjour à tous. Au nom de Management Science for Health, je suis ravi de vous accueillir à notre webinaire aujourd'hui, la résilience en action, construire des systèmes de santé primaire intégrés pour éliminer le paludisme. Je m'appelle Anne Ouéret, je suis conseiller technique passé par les chefs de groupe pour les maladies à transmission vectorielle MSH. Je suis ravi de vous accueillir à la discussion aujourd'hui qui intervient à un moment crucial de la lutte contre le paludisme. Nous sommes impatients d'entendre les orateurs d'aujourd'hui, mais avant de laisser la parole à notre hôte, je vais faire quelques annonces rapides. Pour commencer, permettez-moi de vous inviter, vous les participants, à partager le chat pour vous présenter, à vous dire d'où venez. Vous pouvez accéder au chat en cliquant sur l'icône chat en bas de votre écran. Veuillez utiliser la boîte de dialogue pour ajouter vos questions, commentaires et au fur et à mesure de la discussion. Notre équipe surveillera le dialogue pour s'assurer que nous pouvons répondre autant de questions que possible. Ensuite, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Nous partageons l'enregistrement de la discussion d'aujourd'hui sur le site web des MSH avec toutes les personnes qui sont inscrites. Enfin, nous sommes heureux d'offrir aujourd'hui une interprétation simultanée en français et en espagnol. Pour nos collègues qui souhaitent accéder à ce service, c'est très simple. Tous les participants peuvent sélectionner la langue de leur choix en cliquant sur l'icône Globes en bas de l'écran. Vous aurez alors la possibilité de choisir les canaux anglais, français ou espagnol. Si vous avez besoin d'une assistance technique, n'hésitez pas à contacter mes collègues dans la boîte de dialogue. Cela étant dit, j'ai le plaisir de présenter l'animateur et modérateur d'aujourd'hui, le professeur Olubenga Mokuolo. Le professeur Mokuolo est conseiller technique des messages pour le paludisme et directeur de portefeuille pour les projets de lutte contre le paludisme au Nigeria. Olubenga est néo-ontologiste, expert en maladies infectieuses. Il a été directeur technique du Programme national d'élimination du paludisme nigérien et consultant auprès de l'Organisation mondiale de la santé et en partenariat avec LBM pour la lutte contre le paludisme. Il a soutenu les programmes nationaux de lutte contre le paludisme au Nigeria, Ouganda, Kenya et il est titulaire de l'MMBA, un doctorat en médecine de l'Université Ibadan au Nigeria. Il est membre du Collège des médecins d'Afrique de l'Ouest. Monsieur le professeur, sans plus attendre, c'est à vous de jouer. Merci Alan pour cette introduction. Bienvenue à tous. Nous vous remercions de participer à la discussion aujourd'hui organisée par MSH à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme. Pour placer le décor pour notre conversation, nous allons écouter quelques commentaires sur le thème de ce webinaire. Nous nous focalisons sur la résilience. La question pour nous, c'est en quoi consiste la résilience dans le contexte du système sanitaire? Ordinairement, la résilience, c'est la capacité de résister ou de se rétablir rapidement après des situations difficiles, des chocs. Dans tout système, dans toute organisation, on peut anticiper des risques qu'on peut prévoir et pour lesquels on s'est préparé. Mais la question de résilience vient des éléments non prévus, des chocs non prévus, comme nous avons expérimenté lors de la pandémie Covid, qui défie toute comparaison. Comment se rétablir rapidement de situations pareilles? On a dit que lorsqu'il y a un choc, vous avez différentes étapes par lesquelles vous passez. La préparation, l'après-choc qui se produit ensuite. Il y a des aspects essentiels de notre réponse. Donc, un système de résilience, donc, il faut voir de manière critique certains aspects de système. Premièrement, la gouvernance et aussi le financement et
aussi la gestion des ressources humaines et matérielles, aussi bien que des services livrés. Nous allons aborder quelques-unes de ces questions. Il faut dire aussi que dans la lutte contre le paludisme, on a fait des progrès significatifs au fil des années. Par exemple, on parle de la réduction de la maladie. Il y a 2 décennies, on parlait du paludisme en termes de millions et de millions de personnes. Globalement, il s'agit de 240 millions de cas globalement. C'est un chiffre élevé. Les morts, 619 000 par an globalement. Cependant, il faut voir aussi que depuis les 2 dernières décennies, le nombre de cas a évité s'estime à 1,5 milliard de cas de paludisme. Chose intéressante, 2% un bon pourcentage vient de l'Afrique et jusqu'à 11,7 millions de morts ont été évités grâce à nos interventions et 94% de ces cas se trouvent en Afrique. On voit qu'on a réalisé un énorme progrès. On a trouvé des fonds massifs dans la lutte contre le paludisme. L'accès aux interventions a été augmenté et l'accès à des médicaments efficaces ont été augmentés. Plus récemment, on élargit les ressources avec le développement et les licences de vaccins pour lutter contre le paludisme. Donc, on a réalisé des progrès, mais si vous permettez des expressions locales, on dit que lorsqu'un enfant tombe, il regarde à l'avant, un autre enfant tombe, il regarde vers l'arrière. Donc, voilà notre cheminement. On regarde vers l'avant, on se demande, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut faire face aux défis devant nous, une autre pandémie, le changement climatique, d'autres défis, la résistance aux insecticides? Voilà des défis que nous affrontons et aussi des besoins en concurrence. Nous avons pas suffisamment de ressources toujours. Nous avons des panélistes aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience et qui ont participé au déploiement des stratégies qui nous ont aidés jusqu'à présent. Nous allons partager leurs expériences, nous allons apprendre auprès d'eux en construisant une résilience, un système de santé résilient. Nous allons nous focaliser sur le système de santé primaire. Euh, le premier panéliste, Dr Perpetua Uromobibi, qui est coordinateur national du programme d'élimination du paludisme au Nigeria. Le docteur Umebi dirige le programme dans ses efforts pour parvenir à un Nigeria sans paludisme, en aidant à formuler et à faciliter des politiques efficaces, à coordonner des activités de contrôle de paludisme avec les parties prenantes et à fournir un soutien technique aux organismes de mise en œuvre pour suivre les progrès. Le docteur Oumar Bibi a étudié la médecine à l'Université de Bénin et il est titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'Université d'Addis Abeba en Éthiopie, ainsi que d'un certificat de 3e cycle en maladies infectieuses. Je voudrais souhaiter accueillir au docteur Pépé au ce webinaire. Je voulais saluer les participants. Merci, le professeur Okolo. C'est un plaisir d'être ici. Ensuite, je présente le docteur Corinne Gofford, professeur agrégé de pneumologie médicale à la London School of Hygiene et Tropical Medicine et coprésident du groupe de travail sur la lutte antivectorielle de l'initiative Faire reculer le paludisme.
Corinne a plusieurs années d'expérience sur le terrain dans le domaine de la biologie des moustiques. Elle a une lutte antivectorielle. Elle est titulaire d'une maîtrise en biologie et en lutte contre les vecteurs de maladies et d'un doctorat en entomologie médicale. Elle est actuellement basée au Bénin et dirige le programme de recherche collaborative CEREC-LSHTM, dans le cadre duquel ces recherches ont contribué de manière significative au développement de nouveaux produits innovants de lutte antivectorielle susceptibles d'améliorer le contrôle du paludisme dans les populations résistantes à l'insecticide. C'est mon plaisir d'accueillir le docteur Corinne. Merci beaucoup pour cette excellente introduction et merci à un message de m'avoir invité. Un grand merci. Un grand merci. Un aspect unique de cette présentation, donc. On a, on accueille quelqu'un qui travaille sur le terrain en particulier. Euh, C'est, c'est vraiment quelqu'un qui est pleinement engagé sur le terrain, a fait partie du panel aujourd'hui. Il s'agit de Madame Ogechi Ochi Okorie, qui est agent du programme CHIPS, influenceur, promoteur et service de santé communautaire, CHIPS, agent CHIPS, dans l'État des Bornéo au Nigeria, en tant qu'agent CHIPS, formé dans le cadre de l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme pour les États du Nigeria. Madame Ogechi contribue à faire en sorte que les personnes vivant loin d'un centre de santé puissent accéder aux soins essentiels dont elles ont besoin en effectuant des visites à domicile et en orientant les patients vers un établissement de santé si nécessaire. Elle fournit des traitements antipaludiciens qui sauvent des vies aux enfants de moins de 5 ans et des services de conseil aux femmes enceintes de l'État d'Auvergne. Elle a effectué 236 visites à domicile et touché 135 enfants dans le cadre de ce programme. Merci de vous être jointe à nous, Madame Ogechi. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à nos trois intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Un grand merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va maintenant écouter les premières réponses du docteur Babic. Pour le docteur Patrick, je voudrais dire ceci. Au, au vu des succès du programme antipaludisme au Nigeria et grâce aux grands efforts réalisés, dites-nous brièvement des progrès réalisés par le Nigeria dans la construction de systèmes locaux résilients. Quelles sont les stratégies mises en place qui limitent le paludisme? Et surtout pendant la pandémie Covid, je sais très bien que le Nigeria s'en est très bien sorti et il faut une grande reconnaissance au Nigeria. Euh, donc, vous avez réalisé de grands succès. Parlez-nous de votre expérience. Un grand merci, Monsieur Mokolo. Je commence par des remerciements. Je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire euh, dans- euh, qui touche le monde entier. Depuis des années, nous savons que notre défi a été livrer une lutte contre le paludisme et mettre en œuvre des ressources. Tout cela est impossible en dehors d'un système de santé résilient. Il est important que les pays mettent en place des systèmes de santé résilients. Le paludisme en tant que maladie, eh bien, on ne peut pas le combattre efficacement si on n'a pas de système résilient. Un système résilient est la base même de la lutte contre le paludisme. Si vous avez un système efficace au niveau primaire, en particulier, c'est là où
on peut idéalement combattre le paludisme au niveau préventif, au niveau des interventions contre le paludisme. On voit de moins en moins de cas au niveau secondaire si on a un système résilient. Lorsqu'il s'agit des efforts réalisés par le Nigeria, un des efforts dans la construction de systèmes résilients, c'est l'intégration. Ce système est impossible sans intégration. On, on a parlé de promotion et de services au niveau communautaire. Le gouvernement a tenté de créer des services de ce genre. Il faut intégrer. Nous avons négocié un, 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 un sys- un système pour les adolescents, les jeunes, des services spéciaux développés par le Nigeria. On a développé un cadre pour cela, pour intégrer tous ces services, y compris des services contre le paludisme au niveau communautaire et primaire. Lorsqu'il s'agit de la construction de capacités des travailleurs sanitaires pour fournir des services compréhensifs et il faut des infrastructures résilientes au niveau primaire et aussi il faut faire en sorte que les services soient accessibles. Surtout en ce qui concerne le paludisme, il faut des services de diagnostic et de traitement, des services préventifs. Il faut un système global au niveau communautaire et les travailleurs sanitaires doivent avoir les compétences nécessaires, les infrastructures nécessaires. Comment faire face à la pandémie Covid dans ce contexte? Eh bien, le programme national, c'est notre partenaire, a développé un plan immédiatement. Donc, on a organisé un plan pour faire en sorte qu'il n'y a pas de des perturbation des efforts anti-paludisme et pas de perturbation dans les services que nous fournissons. Et on a organisé des campagnes réalisées chaque année. Il s'agit aussi de prévention. Il faut savoir que pendant la pandémie, entre 2020 et 2021, le Nigeria à continuer ces interventions et les a élargies de 9 à 21 États dans notre pays. En 2020, on a atteint 13 millions d'enfants. Euh, euh, En 2021, on est arrivé à atteindre 23 millions d'enfants. C'était un grand pas en avant dans le contexte. Et dans le contexte de la pandémie, on a atteint plus d'enfants. On a modifié notre approche, notre stratégie. Nous avons développé des outils pour faire en sorte que la COVID ne perturbe pas notre combat contre le paludisme. On a organisé la distanciation sociale. Nous avons surveillé la chaîne logistique pour ne pas manquer de médicaments. Il y a eu une perturbation globale, mais il a fallu transférer des ressources d'un État à l'autre. On a réussi sur ce plan. On a modifié également notre stratégie. Avant, c'était la distribution au point fixe. Les gens se réunissaient à un point fixe lors d'une mobilisation communautaire. Et les personnes venaient sur un point fixe, à une heure fixe. Des foules venaient en même temps. Nous avons arrêté cela à cause de la pandémie. Nous avons adopté une approche porte à porte. On a mobilisé les foyers et, pour faire en sorte qu'on maintienne la distanciation sociale. D'autres interventions, la formation de travailleurs sanitaires. On a adopté de nombreuses technologies. On a formé des travailleurs sanitaires pour travailler sur Zoom, pour travailler sur des plateformes en ligne. Nous avons fourni un système de soutien. Nous avons organisé les plateformes en ligne. Nous avons adopté de nombreuses technologies pour faire en sorte que nous maintenions des interventions
dans le cadre du programme pour éviter toute perturbation, nous avons réussi à distribuer des millions d'aides en 2021 aussi. Lorsqu'on voit tout cela, on n'a pas constaté un grand impact négatif de la part de la pandémie. Notre stratégie adaptée par l'énergie a réussi. Donc, merci, un grand merci. Super, impressionnant. Je trouve que c'est vraiment formidable. Vous avez vraiment beaucoup fait. Quant à moi, vraiment, je suis impressionné. Pour répondre et limiter le choc de la pandémie, le pays a adopté plusieurs choses. Nous allons revoir certaines de ces choses. L'accès au système de diagnostic et de traitement. Et puis, tout cela était très important. Et puis aussi, il y a eu l'adoption de la technologie, des modifications au niveau des systèmes d'apport, hein, comme nous l'avons cité. Il y a une expansion d'intervention qui contribue à la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions que vous avez partagées avec nous. Je regarde l'aspect service à présent, le contrôle des vecteurs de manière générale. Donc, je vais céder la parole à Corinne Gaufort. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'il en est au contrôle des vecteurs, quelles sont les menaces et quelles peuvent être les réponses mondiales, la résilience pour ce qui est est-ce que vous pouvez nous expliquer, du point de vue de la lutte antivectorielle, hein, quelles sont les menaces qui pèsent sur notre réponse locale et mondiale? Comment renforcer la résilience dans la lutte antivectorielle en particulier? Il y a de nouveaux vecteurs, etc. Donc, si vous voulez bien nous en dire davantage, Dr Ngoufor, notamment pour ce qui est du contrôle des vecteurs, comment développer la résistance sous cet angle du combat? Oui, merci pour ce qui est du contrôle des vecteurs. La lutte antivectorielle, eh bien, c'est un pilier essentiel dans la lutte contre le paludisme. Vous avez très bien parlé de la réduction que nous avons pu voir, par exemple, de manière globale au niveau du paludisme, notamment en Afrique. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que cette réduction a été de plus de 70% attribuée au contrôle des vecteurs, notamment le déploiement des différents outils. Et grâce à cela, le paludisme a baissé de manière drastique. Et c'est la raison pour laquelle cette lutte est considérée comme étant une réussite majeure dans la lutte sanitaire dans le secteur de la santé. Cependant, dans les années récentes, sur les 5 dernières années, on ne progresse plus pour ce qui est de réduire la malaria. Et donc, il y a beaucoup de menaces qui existent et que nous devons mettre en place un plan pour lutter, pour résister à ces vecteurs. Mais ces vecteurs, des outils, des filets, etc. Mais ils sont très intelligents, ces vecteurs. Donc, il faut faire en sorte que parce qu'en fait, ils ont développé un système de résistance en leur sein qui les font résister aux pesticides que nous mettons sur les filets, etc. Donc, sur les moustiquaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se préparer contre cette résilience des vecteurs, mettre au point des produits que l'on peut gérer pour lutter contre ces vecteurs. Et donc, dans ce domaine, il y a des progrès qui ont été faits, mais on n'y est pas encore. Et afin de pouvoir réduire la menace de la résistance
des vecteurs, il nous faut penser à une stratégie. Il y a nous devrions avoir davantage d'options, davantage d'insecticides que nous pourrions utiliser. Donc, il y a en effet de nouveaux insecticides, de nouvelles choses que nous pouvons appliquer à l'échelle mondiale dans cette stratégie de réponse mondiale, cette réponse mondiale. Et un autre point pour ce qui est des contrôles vectoriels, des vecteurs, eh bien, c'est par rapport aux différentes espèces. Donc, ça s'est pas simplement limité à l'Asie du Sud-Est. En 2012, nous avons pu voir ce spectre apparaître dans les pays africains comme à Djibouti, en Éthiopie, mais également au Soudan. Étant donné que ces vecteurs sont différents de ce à quoi nous sommes habitués, par exemple en Gambie, eh bien en Afrique, on sait que si on déploie des moustiquaires, notamment dans des zones rurales, etc., eh bien les principales espèces que nous avons en Afrique vont réagir. Mais en fait, ces vecteurs en fait, se développent dans des contextes citadins, dans des eaux qui sont même propres, dans des lieux que l'on retrouve essentiellement dans des zones urbaines. Donc voilà, il faut trouver une manière, une stratégie de lutter contre ces vecteurs. Et on a vu des rapports au Kenya, au Nigeria, au Ghana plus récemment. Donc vous voyez, il y a des vecteurs essentiels. Cela signifie que cela constitue une véritable menace parce que ces vecteurs prolifèrent dans ces domaines et notamment euh, du fait des températures élevées. Donc, étant donné que ces vecteurs peuvent résister à des températures élevées, s'ils se développent, eh bien, on peut voir une augmentation du paludisme, même dans des lieux où nous ne sommes pas habitués à voir des cas de malaria. Donc, il y a différentes actions qui ont été mises en place pour lutter contre ces menaces. Il faut rassembler tous nos efforts. C'est ce que nous faisons déjà jusqu'à présent. Par exemple, pour ce qui est également, il s'agit de collaborer entre pays pour contrôler le mouvement des vecteurs d'une frontière à une autre, d'un pays à un autre, et pour nous assurer que, afin de mettre en place des mesures de contrôle, les systèmes de gestion, etc., dans les différentes zones rurales, dans les bâtiments. Il faut éviter c'est ce qui encourage la prolifération de ces vecteurs. Donc, il y a bien entendu les questions liées au changement climatique, mais entre autres, il y a d'autres choses que l'on doit, en tout cas, il y a quelque chose que l'on doit continuer de faire, c'est former nos programmes, apporter des formations dans le cadre de notre programme de lutte antipaludéenne pour voir quelles sont les autres mesures qui doivent être mises en place pour contrôler la prolifération de ces vecteurs. Donc voilà, il y a cet angle du contrôle des vecteurs. Si on peut bien gérer les choses, alors on pourra faire en sorte d'être résilient pour pouvoir continuer notre combat contre le paludisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. On pourrait vous écouter encore jusqu'à demain matin. En tout cas, merci infiniment pour votre expertise. Et voilà, des éléments clés. Tout d'abord, l'importance du contrôle des vecteurs, qui sont responsables de près de 70% des ressources que nous avons pu accomplir dans la lutte contre le paludisme jusqu'à présent. Également, elle a souligné certains des challenges, des défis contemporains pour ce qui est de la résistance des vecteurs aux insecticides, mais également ces vecteurs qui peuvent tolérer des circonstances environnementales extrêmes. Donc, il s'agit de rassembler nos efforts pour la résilience, pour renforcer notre résistance aux vecteurs. Donc, c'est le système, le programme national. Mais également, on a le contrôle des vecteurs. Maintenant, tournons-nous vers les opérations. La dernière partie, le dernier maillon de la chaîne dans nos efforts pour contrôler les vecteurs. Donc, Madame Ogachio Chiokori a été en mesure de combiner ces différents services. Donc, j'aimerais l'inviter à nous en dire davantage sur les choses que vous faites en tant que... Parce que vous avez été sélectionné par votre communauté pour servir d'agent
CHIPS, C-H-I-P-S. Vous avez été formé pour traiter les enfants qui souffrent du paludisme et d'autres maladies infantiles. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce en quoi votre consiste, hem, une journée typique en tant qu'agent du CHIPS? Merci beaucoup pour vos très bonnes questions. En tant qu'agent CHIPS, nous conduisons des visites à domicile et ensuite, à partir de ces visites à domicile, nous travaillons, sur nos sites. Parfois, nous allons sur le terrain, nous allons dans les maisonnées, dans les foyers. Nous avons des groupes de population cibles que nous recherchons en fait, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants âgés de moins de 5 ans et les adolescents. Quand nous allons dans ces foyers, quand nous voyons des femmes, enceintes, il faut prévenir les complications. On leur apporte des conseils sur la prévention contre le paludisme. L'importance de la prévention contre le paludisme, on leur explique à quel point c'est important. Quand on voit des adolescents dans les foyers, on leur conseille, ça c'est pour les mamans, les futures mamans. Alors pour les adolescents, on les conseille sur, une bonne nutrition, l'hygiène. Pour les enfants, de moins de 5 ans, quand on en voit dans les domiciles, eh bien, on a un outil de travail qui, fonctionne bien. Si on voit, des enfants de moins 5 ans, donc dans les foyers, en tant que fournisseur de santé, si l'enfant tousse, a la diarrhée, a de la fièvre, c'est ce que l'on va, vérifier. Si c'est le cas, s'il a de la fièvre, on va enregistrer, on va noter cela dans notre formulaire. On va, faire des tests. Nos tests, si on nous dit 10 ou 15 minutes, et cetera. En fait, les tests, vont varier d'un, labo à un autre. Donc on, regarde ce que les labos indiquent comme instruction, la durée du test. Donc si c'est positif, par exemple, eh bien, sur la base de l'âge de l'enfant, on va prescrire un médicament. Si c'est négatif ou dans la gestion d'autres santé, s'il y a de la fièvre, très élevée avec des convulsions, là, on envoie l'enfant à l'hôpital, dans les centres de santé parce qu'il est en danger et on fait en sorte que le soin de santé, puisse apporter un transport. Parce que parfois, le fournisseur de santé ne sait pas quoi faire. Donc nous, on sait quoi faire. On peut aider ces fournisseurs de santé pour, ce qui est de transporter les enfants aux établissements de santé. Après cela, nous avons également des données qui nous permettent d'établir des registres au niveau des santé. Nous utilisons ces données pour enregistrer nos données, nos services, pour, archiver, faire un historique. Alors, quand on apporte des dans certains cas, les résultats sont négatifs. Si c'est positif, alors il nous faudra entrer les, informations sur un formulaire. En 3 jours. Quand on voit l'enfant que l'on traite, qui est sous traitement ne va pas mieux, eh bien on va envoyer, l'enfant vers, les entités,
approprié pour lui apporter les soins de santé nécessaires. Donc, très bien, merci beaucoup. Donc, mademoiselle Ochi-Okorie, vous parlez de manière très pratique. On voit la dimension du travail que vous faites, la précision de ce que vous faites. Vous êtes vraiment des héros et héroïnes sur le terrain qui mettez en place ces activités. Et cela doit être renforcé sur ce système au niveau de la communauté. On sait que lors de la pandémie, par exemple, lors de la COVID-19, il était compliqué d'aller dans un établissement de santé via les différents systèmes communautaires. Et donc ça, c'est en fait, sur cette base, c'est une façon de renforcer la résilience en se basant sur la communauté. Donc, je vais donner aux orateurs 2 à 3 minutes pour ajouter des points à leur présentation. Si je reviens à docteur Perpetua, pardon, qu'en est-il des environnements résilients? Qu'en est-il des priorités actuelles visant à garantir un environnement résilient face aux nouvelles menaces? Mais également, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la place des systèmes communautaires pour nous aider à garantir l'accès à la stabilité à la santé alors que nous efforçons d'éliminer le paludisme? Bien, d'accord. Alors, comme Corinne a mentionné, il y a la résistance aux insecticides, des vecteurs sur tout le territoire du Nigeria. Et également, il s'agit du défi lié au changement climatique, des éléments qui affectent les établissements de santé, etc., et les foyers, et cela génère des mouvements de population avec des infections. Nous avons également des menaces comme, par exemple, les inondations, les vecteurs qui sont résistants aux traitements antipaludéens. Donc, pour ce qui est du contrôle des vecteurs, nous allons bien sûr continuer d'étendre nos stratégies pour nous assurer que nous contrôlons que bien la résistance aux insecticides. Bien sûr, ça, il s'agit d'une priorité. Le programme n'utilise pas seulement les données pour savoir quels sont les types d'insecticides, des moustiquaires qui peuvent être déployés. Donc, nous utilisons davantage des moustiquaires d'autres types. Bien sûr, cela implique des financements. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir être en mesure d'utiliser les moustiquaires qui sont plus efficaces et cela nécessite des coûts supplémentaires. Et ça, c'est un problème pour nous. C'est la raison pour laquelle nous en faisons un suivi nous suivons cela de près pour pouvoir déployer ces nouveaux types de moustiquaires à tous. Et maintenant, pour ce qui est des ACT, des vecteurs qui sont résistants aux ACT, eh bien, nous essayons nous assurons de faire un suivi des ACT déploiement des ACT sur tout le territoire, sur les différents pays. Il s'agit également de déployer la technologie pour la plupart de nos interventions, nos campagnes, nos interventions de routine. Nous utilisons de plus en plus la technologie pour nous assurer que nous sommes plus efficaces dans nos interventions. Merci infiniment, Perpetua. Je vais résumer cela. Il y a des actions innovantes qui sont nécessaires, qui peuvent nous aider à traiter
ces problématiques liées au paludisme. Donc, peut-être que vous voulez bien en ajouter, Corinne, sur ces choses? Nous avons des moustiquaires améliorés qui sont plus efficaces pour contrôler le paludisme. C'est important d'intégrer ces moustiquaires dans notre stratégie de contrôle vectoriel. C'est très positif que nous avons cette approche au Nigeria. On a des sites tests, on fait en sorte qu'on met en œuvre les ressources nécessaires, donc un déploiement renforcé important. À part les moustiquaires, nous avons nouveaux insecticides Iris qui a été récemment intégré dans notre programme. C'est c'est nouveau. De nouveaux insecticides nous permettent de mieux gérer le programme. Il y a d'autres interventions de contrôle vectoriel en préparation. Nous avons, par exemple, euh, des moyens contre la transmission et également des répellents spéciaux, des modifications de logement et d'autres peut-être. Donc, nos interventions continuent à démontrer leur efficacité. Certaines ont déjà démontré l'efficacité. Là où nous avons des ressources, on peut soutenir des actions si nous cherchons zéro paludisme. Il faut utiliser nos outils efficacement pour y arriver. Un grand merci. Un grand merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme parmi les participants et de nombreuses questions. Et la première question, c'est sur les vaccins. On a proposé une question sur le vaccin. Le vaccin a changé vraiment la situation pour nous. À partir de 2021, le docteur Rawinda a annoncé l'approbation de d'un vaccin ATSS contre le paludisme. Nous sommes entrés dans une nouvelle époque à cause de cela. Les questions clés, eh bien, il s'agit d'améliorer le volume des vaccins disponibles. Nous savons que nous avons testé ce vaccin dans d'autres pays africains. Maintenant, nous organisons une distribution euh, systématique de ce vaccin. Une organisation d'AVIA soutient l'accès au vaccin. Donc, le calendrier est encore devant nous. Nous attendons une disponibilité plus rapide des vaccins. Nous avons un autre vaccin candidat qui a été testé et nous attendons que ce nouveau vaccin soit approuvé pour une utilisation généralisée bientôt. Nous avons donc tout cela en cours et nous avons d'autres outils. Il faut dire que pour l'instant, le vaccin ne remplace pas les actions en cours. Les vaccins sont complémentaires et ils complètent les actions existantes, mais il est certain que nous allons réduire la mortalité et la réduction du nombre de cas de paludisme parce que on utilise plus généralement les vaccins. Il y a tout un cheminement évolutionnaire devant nous et les vaccins vont s'intégrer dans nos interventions. C'est certain. Le docteur Corinne, eh bien, on a écouté le docteur Corinne, le docteur Papic. On a des questions pour vous. Les insecticides qui sont recommandés pour le contrôle du paludisme, quels sont les produits chimiques qu'il faut chercher qui doivent être pris en compte? Euh,
pour les insecticides, le contexte de cette question, eh bien, il faut clarifier cette question. On parle de l'utilisation généralisée des insecticides et la question des produits chimiques. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions? C'est une toute autre question lorsqu'il s'agit d'insecticides. Et on parle des insecticides déployés, approuvés par l'OMS. Il s'agit des insecticides pour l'intérieur des foyers. Quels insecticides ont été approuvés? Approuvés, on peut regarder sur le site OMS, on voit la liste des insecticides approuvés. Euh, Habituellement, le marché de contrôle vectoriel est géré par le Fonds global et d'autres organisations internationales. Si vous prévoyez un programme de contrôle vectoriel, il faut travailler avec ce qui existe dans votre pays et avec les donateurs qui soutiennent le programme pour choisir les bons produits. Merci. Le docteur Papetch, quelqu'un a demandé parler du partage de ressources, même dans le contexte du Covid, euh, que- que- quelques messages concernent les actions pendant la pandémie Covid. Est-ce qu'il faut rester à la maison? Est-ce qu'il faut des actions spécifiques pour cela? Les soins rapides, est-ce que cela a été un facteur dans le traitement du paludisme? Comment est-ce que le programme a pu maintenir l'action contre le paludisme? Initialement, au début de la pandémie, on a parlé de la propagation du Covid au niveau communautaire. Les services sanitaires ont dû faire face à cette question. On dû prendre des mesures pour éviter la propagation du Covid. Un des éléments du programme, euh, c'était le contrôle. Il s'agissait d'un programme de prévention, des messages intégrés dans notre campagne anti-paludisme au niveau communautaire. Par exemple, des campagnes d'information. On a on a intégré des messages contre le Covid concernant, par exemple, la fièvre. On a dit que lorsque vous avez la fièvre, il faut aller à des structures sanitaires. Donc, on a organisé une campagne pour encourager les gens. Dans ce sens, lorsqu'on quelqu'un au foyer a une fièvre, il pourrait s'agir du Covid et non pas le paludisme. Il faut tester également pour le Covid et non seulement pour le paludisme. Et cela faisait partie de notre programme et bien entendu, il y a eu beaucoup de messages à la population pour faire en sorte que des mesures nécessaires étaient prises lorsque les gens avaient de la fièvre. Et on a dit qu'il ne faut pas penser que la fièvre, c'est uniquement le paludisme. Madame, je vais vous poser deux questions. Madame Ogechi, première question. Dites-nous, s'il vous plaît, que faites-vous normalement en termes des données que vous récoltez? Vous avez dit que vous collectez des données. Qu'est-ce que vous en faites? Où est-ce que vous envoyez ces données après la récolte des données? Deuxièmement, lorsque vous visitez les gens chez eux, est-ce qu'il y a des choses qu'on dit normalement? Pardon, est-ce qu'il y a des choses que disent les gens qui sont fausses? Comment corriger cela? Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui a de la fièvre, un grand merci pour les données. Lorsqu'on collecte des données, eh bien, euh, on valide d'abord les données. Et cela est réalisé par le PMI pour les États.
on vient à nos facilités avec les données, nos collègues viennent qui récoltent des données et ils nous soumettent les données. On s'adresse au foyer, par exemple, on pose des questions sur tel ou tel aspect de la situation. Eh bien, quelle était la deuxième question? Je me demandais, normalement, est-ce que lorsque vous visitez les foyers, est-ce quand les gens parlent de la fièvre, vous trouvez que c'est faux? Vous constatez que c'est faux? Comment leur dire cela? Quelles sont les causes de la fièvre? Est-ce que la personne a besoin de médicaments ou pas? Des questions comme ça. Merci. Oui, cela arrive parfois. On visite des foyers. On voit que les gens ont des médicaments. On leur donne des médicaments gratuitement. Il y a quelqu'un qui a de la fièvre. Euh, les gens, parfois les gens disent, donnez-nous des médicaments parfois, et on est obligé de dire non. Avant de donner à un enfant des médicaments, il faut voir exactement la situation de l'enfant. Souvent pas le paludisme chez l'enfant. Si un enfant a de la fièvre, ce n'est pas forcément le paludisme. Si on donne des médicaments à un enfant sans fièvre, ça peut être négatif. Le médicament entre dans le corps. Le médicament peut être destructeur. Il faut décourager cela. Par ailleurs, il faut conseiller aux gens, expliquer aux gens ce qui provoque le paludisme, ce qui provoque la fièvre. Ils ne savent pas souvent. Est-ce que c'est le paludisme? Comment empêcher le paludisme? Comment utiliser le moustiquaire anti-insecticide? Les moustiquaires longue durée, c'est un bon moyen de prévention. Et il faut encourager les gens de rester dans leur maison et aussi les eaux stagnantes. Il ne faut pas laisser l'eau stagnante près des maisons. Cela aide les moustiques à se propager et cela fait propager le paludisme. Un grand merci pour vos commentaires. Maintenant, il y a d'autres questions. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Quelqu'un souhaitait qu'on élabore la, euh, la menace. On parle davantage sur la menace du changement climatique et comment cela impacte le paludisme. En quelques mots, le docteur Gatier en a parlé déjà, le docteur Pepetio aussi. L'année dernière, on a vu que il y a des inondations partout. Quand il y a des inondations, les moustiques se propagent et cela est dû au changement climatique. On a des saisons plus longues qui encouragent la propagation des moustiques. 3 mois de pluie l'année suivante, 5 mois de puis donc, ça fait plus de transmission, plus de paludisme. Le changement climatique favorise la reproduction de moustiques et cela augmente les vecteurs de paludisme. Voilà notre point de vue en quelques mots. Un grand merci. Encore une question pour le docteur Perpetua avant de terminer. Quelqu'un voulait savoir si le programme national contre le paludisme a une stratégie pour améliorer l'utilisation des moustiquaires parce qu'on pense que il y a une certaine prise de conscience, une distribution de moustiquaires, mais dans certains cas, le changement du niveau de paludisme est resté statique. Est-ce que le programme national a de nouvelles stratégies? On a revu récemment notre stratégie contre le paludisme
au niveau national. Le document en question définit nos différentes stratégies qu'on déploie aux différents niveaux. Il y a le niveau individuel, des États, des communautés. Les gens prennent conscience sur la prévention. On utilise trop peu les moustiquaires, donc on, on on change nos interventions. On utilise des systèmes de communication interpersonnelle pour sensibiliser la population. On utilise les responsables religieux communautaires aussi pour cette communication, des CBO également, et aussi différents médias sociaux, la presse, la télévision, afin de transmettre nos messages. Il y a des vidéos maintenant. On utilise les personnes connues, les musiciens, les acteurs pour rappeler aux gens la nécessité d'utiliser des moustiquaires. On leur dit, n'oubliez pas, l'acteur dit, utilise le moustiquaire, vous aussi, vous devriez faire. Et certains acteurs, célébrités sont des modèles pour la population. Lorsqu'on imite souvent ces célébrités, un grand merci. Je pense que notre séance a été passionnante. Nos discussions étaient passionnantes sur la lutte contre le paludisme. Euh, euh, le résumé, la conclusion de nos discussions, eh bien, il faut des systèmes capables de répondre rapidement à des chocs anticipés. Nous disons que c'est tout le concept autour de la résilience. Nous disons également que la résilience vient lorsqu'on renforce les systèmes de santé primaire, non seulement les facilités, les infrastructures, mais aussi le système. C'est-à-dire un système qui cherche à fournir à une couverture universelle à tous où qui se trouvent, sans tenir compte des coûts, plus spécifiquement certaines conclusions clés sur quoi il faut se focaliser dans nos investissements pendant cette période. Par exemple, premièrement, une meilleure utilisation des données. Il faut des informations basées sur des données pour toutes nos actions. Il faut collecter les données, il faut les contrôler et mieux gérer les cas. Il faut de nouveaux outils. C'est passionnant d'écouter les efforts concernant le contrôle des vecteurs à l'extérieur. Cela est très important. Il faut éviter des piqûres à l'extérieur et cela est important. Il faut de nouveaux médicaments pour combattre la résistance contre les insecticides, de nouvelles méthodes. Eh bien, le financement, c'est une autre question. Il en faut également, c'est évident, il faut des financements pour nos partenaires. Tous les concepts sont essentialisés, c'est-à-dire la complémentarité de financement, les technologies qui jouent un rôle essentiel. Et il faut organiser des programmes de formation pour gagner du temps, pour que nos activités non obligatoires se fassent. L'intégration. L'intégration, c'est une autre dimension qu'on a abordée, le renforcement de systèmes communautaires, l'utilisation de différents types d'actions et l'utilisation des ressources sur une plateforme pour un système résilient, développement des ressources humaines, collaboration, voilà des éléments que nos panélistes distingués ont abordés. Je
je voudrais remercier le docteur Papeche d'être venu. Je sais que vous êtes très occupé, le docteur Perpetua Corinne Ogechi. Merci pour votre temps. Et Madame Ogechi, surtout, je vous remercie de votre participation dans les coulisses. Alan Weary, je le remercie. Il a lancé le webinaire et nous avons une bonne équipe de communication et message qui a travaillé jour et nuit depuis quelques semaines pour organiser ce séminaire d'1 heure. Ils travaillent dans les coulisses. Vous n'avez pas vu leur visage, mais nous voulons les remercier et aussi les directeurs, le président et l'équipe de gestion pour leur soutien. Et surtout, nous voulons remercier le public. Un grand merci. Nous vous apprécions. Je voudrais vous dire que ce webinaire est enregistré. Nous chercherons des moyens de vous donner des liens pour que vous puissiez voir de nouveau ce webinaire. Au revoir. Merci.